Je vous amène ailleurs, docteur Marignan. J'aimerais qu'on parle des lunettes et de leur rôle toxique. Pas toujours, mais quand ils sont mal faites, les Ah, lunettes, quand ils sont mal ajustés dans leur conception, est-ce que vous pourriez nous en parler un peu? oui, bien sûr. Alors, les lunettes, c'est encore là toute une histoire. D'abord, en préambule, il faut dire que une paire de lunettes, c'est un objet fixe devant des yeux mobiles. Et que donc, il y a déjà un problème sous-jacent qui est que dès que le regard n'est plus exactement dans la direction du foyer optique des verres, il y a un effet prismatique. Et cet effet prismatique, bien sûr, comme tout prisme, induit un décalage latéral de l'image. Et qui dit décalage latéral de l'image, dit mouvement d'un ou des deux yeux pour retrouver la fusion des deux images. Puisque le but, c'est quand même de ne pas avoir double. Et donc cela se fait en provoquant une tension sur des muscles oculomoteurs et donc une information proprioceptive des muscles oculomoteurs qui est complètement faussée par la paire de lunettes. Et comme on sait tout à l'heure, ce qu'on disait, c'est que c'est les muscles de l'œil qui vont situer l'objet dans l'espace et non la rétine, c'est ça? Ah, absolument, absolument. La rétine n'est pas capable de dire où se situe l'image. La rétine donne l'image, mais elle ne donne aucune information sur sa position spatiale par rapport au corps. D'ailleurs, il y a une expérience bien connue qui est de Gautier, qui date, si je ne me trompe, des années 90, où on décale un œil non-voyant, ce qui induit chez l'œil voyant, pour l'œil voyant, un déplacement de l'image, alors que l'œil voyant ne bouge pas dans l'orbite. Ce qui prouve que finalement, regarder un objet, ce n'est pas regarder l'objet dans l'espace, c'est regarder sa projection dans le cortex occipital. Ce qui est un petit peu dur à comprendre, mais nous nous regardons nous-mêmes quand nous regardons un objet. Oui, parce qu'en fait, c'est pas les yeux qu'on regarde. C'est pas la vision, c'est pas les yeux, c'est le cortex cérébral qui est derrière, c'est ça? C'est l'image que le corps en fait. Absolument. Ce que nous voyons, c'est l'image qui est projetée dans notre cortex occipital. D'où le problème qu'on a deux yeux et un seul cerveau. On a deux yeux, un seul cerveau, mais on a deux hémisphères cérébraux, ce qui complique les choses et ce qui induit notamment l'importance des commissures interhémisphériques. Oui. On se lance dans un sujet là. Ça, c'est encore un autre problème. On sait que c'est important qu'il n'y ait pas de perturbation sur ces structures cérébrales. Qu'est-ce qu'on peut faire au moment où on s'aperçoit qu'on a un trouble oculomoteur? Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour s'aider? Alors, la question posée, c'était celle des verres, des lunettes. Oui. Alors, comme je disais, le problème, c'est que les yeux bougent dans l'espace et les lunettes ne bougent pas. Donc déjà, la première chose à vérifier, c'est que ça ne vienne pas des verres. Et accessoirement, que ça ne vient pas de l'appareil manducateur. Enfin, laissons ce sujet de côté. Si on en a parlé dans la première émission. Si vraiment on a l'impression que ça vient des yeux, oui, excusez-nous pour le décalage. Oui, c'est vrai, on a un décalage de 2 secondes, désolé. Si on pense que ça... Oui. Si on pense que ça vient vraiment des yeux, eh bien, la première chose à contrôler, c'est la paire de lunettes. Et si ce n'est pas un verre progressif, il faut contrôler le centrage des verres. Et si c'est un progressif, alors il y a un certain nombre de solutions à adopter, soit demander des verres progressifs sans prisme d'allègement, soit demander à la personne de porter des verres bifocaux, ou alors 2 paires de lunettes, une pour voir de près, une pour voir de loin. Puis les verres de contact. Mais dans tous les cas, il est inutile de traiter... Comment? Les verres de contact? Oui. Il y en a beaucoup moins. Il y a beaucoup moins d'impact parce qu'ils bougent en même temps que les yeux, donc le foyer optique est toujours respecté.
Parfait. Je vous amène encore sur un autre aspect. On a beaucoup de gens qui nous parlent qu'ils ont des nausées en voiture quand ils sont passagers et qu'ils ont à lire ou à regarder leur portable. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ce phénomène? Alors, on rentre encore là dans un domaine qui est très complexe, qui est celui des cinétoses. Les cinétoses, ce sont les maladies du mouvement. Alors, si on tient compte de ce qu'on appelle le mal des transports, vous remarquerez que d'une part, ça n'est pas tout le monde qui est sujet, et deuxièmement, que le conducteur lui-même n'a jamais le mal des transports. Effectivement. Alors en fait, vous parlez de nausée. La nausée, c'est un phénomène qui vient du noyau du nerf vague dans le tronc cérébral et qui signe qu'il y a une désorganisation complète de l'appréciation de l'espace. Alors, je vous ai dit, ça ne concerne pas tout le monde, c'est-à-dire que ça ne va très peu concerner les gens qui ne sont pas très visuodépendants. Parce qu'il y a des gens qui sont très dépendants de leurs informations visuelles et d'autres qui le sont moins. Il faut déjà que les gens soient visuodépendants. Comment on fait pour savoir s'ils sont visuodépendants? Le problème qui se passe... Comment on fait pour savoir s'ils sont visuodépendants? On fait fermer les yeux, il y a une instabilité immédiate. Celui qui est peu visuodépendant, on fait fermer les yeux et il y a peu de perturbations. Ok, merci. Alors, après, c'est la notion d'ancrage sensoriel, c'est-à-dire que quand tout bouge dans l'espace, il faut une référence. Il faut un point fixe. Et c'est la raison pour laquelle, si vous êtes passager d'une voiture et que vous regardez la route, vous pouvez vous ancrer sur le monde extérieur que vous voyez à travers le pare-brise et vous aurez moins le mal des transports que si vous mettez à lire. Évidemment, dans une voiture, tout bouge en tous les sens. Il y a donc une stimulation vestibulaire permanente. Et cette stimulation vestibulaire, elle paraît incohérente. Si vous lisez, par exemple, dans une voiture, elle paraît incohérente par rapport à l'information visuelle qui, elle, vous dit que ça ne bouge pas. Et c'est pour ça que naît un conflit et qui va finir par perturber le travail du noyau du vague et entraîner le mal de mer. Voilà. Je ne sais pas si j'étais assez clair. J'essaie d'être simple. On sait que c'est un sujet qui est quand même assez complexe. Je pense que les gens devront peut-être écouter le podcast une fois ou deux, mais c'est de l'information extrêmement intéressante. Et quand on commence à comprendre la finesse de l'œil et notre équilibre en général, c'est très important de maîtriser ces notions-là. Donc, oui. Vous avez autre chose à dire? Absolument. J'ai parlé tout à l'heure, oui, je vais faire un petit complément. J'ai parlé tout à l'heure du conducteur qui, lui, n'avait jamais le mal des transports. C'est parce que lui, d'une part, il peut s'ancrer sur la vision à travers le pare-brise sur la route, enfin, heureusement d'ailleurs. Parce qu'idéalement, il lit pas. Et d'autre part... Quoique de moins en moins. Oui, bon. Les textos au volant, on comprend qu'est-ce que ça fait. Je ne monterai pas en voiture avec ces gens-là, alors. Continuez. Bon, et d'autre part, il anticipe les mouvements de la voiture, puisque c'est lui qui dirige les mouvements de la voiture, et le système nerveux peut anticiper le déséquilibre, ce que ne peuvent pas faire les passagers. Donc, comme ça, en anticipant, son système va beaucoup mieux réagir. Son cortex va mieux réagir. Oui, absolument. Son système est prévenu et il ne se laisse pas surprendre. OK. C'est merveilleux, Dr Marignan, toutes ces informations. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter encore. Non, si vous avez des questions posées, je vais essayer d'y répondre
Eh bien, en conclusion de cette série sur la posturologie, je voudrais dire une chose, c'est que avoir un système postural sain et parfaitement régulé me semble une nécessité pour tout ce qui est du domaine de l'entraînement sportif et que tout entraînement devrait être précédé d'une évaluation posturale, à mon avis. On est tous d'accord. Ben oui. Absolument, oui. Et parce que c'est possible. C'est possible d'avoir un système postural sain. Ah, c'est possible, oui, oui. En tout cas, de l'optimiser. Oui. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a énormément, en tout cas, moi, si je fais une statistique, une règle du pouce dans mon cabinet, c'est rare, c'est très rare les gens qui rentrent dans mon bureau qui n'ont pas de symétrie sur leur posture, peu importe sa cause. Avez-vous une recherche qui a été faite ou quoi que ce soit? Ce serait quoi le pourcentage ou le nombre de personnes que vous voyez que il y a une asymétrie, il y a un trouble de posture, il y aurait quelque chose qui pourrait nous faire penser à ça? Est-ce que c'est une personne sur deux? Est-ce que c'est quelque chose qui est très rare? Est-ce que c'est quelque chose qui est très fréquent? Comment est-ce que vous l'avez vécu en cabinet? Alors moi, je vais vous surprendre, mais des gens... alors, la chose est peut-être faussée parce que les gens que je vois sont des gens qui ont mal au dos. Ce sont des malades, oui. Ouais. Voilà, mais ce ne sont pas des gens sains, enfin a priori sains, tels qu'on peut les voir dans un gym, comme vous dites. Oui. Mais de tous les gens que j'ai vus, moi je dirais les syndromes posturaux, c'est 95%. Oh mon Dieu, OK, donc c'est très élevé comme problématique. Puis c'est pas toujours symptomatique, je crois. Hein? On peut avoir un trouble de posture, être déséquilibré, sans avoir mal, sans se casser la gueule, sans qu'il y ait quelque chose vraiment de frappant. Qui l'indique? Oui, ça peut arriver, mais comme je le disais, ils venaient me voir parce qu'ils avaient des symptômes, justement. Donc peut-être le pourcentage est un peu faussé. Oui. Donc chez les gens qui ont de la douleur, du moins, on pourrait dire qu'il y a un gros pourcentage. Et chez les gens sains, on peut également dire qu'il y aurait du moins quelques-uns qui auraient un trouble posturaux. Nous avons vécu une anecdote ensemble, Dr Marignan, vous vous souvenez, en Ardèche, où je donnais un cours sur comment déterminer, à savoir si le système postural fonctionnait bien. On avait un sujet qu'on avait trouvé et qui avait un système postural complètement inadéquat. Et puis, il n'y avait aucun problème, aucune douleur, il n'y avait absolument rien. Et je me souviens qu'à l'époque, vous aviez dit ça peut prendre des fois jusqu'à 10 ans avant que les symptômes d'un système postural déréglé apparaissent. Oui, absolument. Mais c'est d'ailleurs au départ une statistique canadienne de notre ami Paul Fecteau qui avait montré qu'il fallait au minimum 3 ans entre l'installation d'un déséquilibre et l'apparition de symptômes posturaux. Tout à fait, parce que souvent, on voit des gens... Je ne sais pas si vous avez connu ce travail. Je l'ai vu à l'époque, ça fait longtemps dans ma mémoire, mais j'ai vu ce travail, effectivement, à l'époque, mais je ne me souvenais plus. Vous me rafraîchissez la mémoire. Oui, lui, il disait 3 ans. Mais moi, je pense que ça peut être davantage. Oui, ça serait à déterminer dans des nouvelles recherches. Et un jour, on peut avoir des budgets pour faire de la recherche. Effectivement. Donc, on vous remercie, Dr Marignan, de tout ça. Merci d'avoir participé à ces 3 épisodes sur le système postural et l'impact que ça peut avoir dans nos vies. Et puis, on espère se reparler pour d'autres sujets. Éventuellement, on a d'autres sujets qui s'en viennent. Et on va peut-être faire appel à vos connaissances, si vous nous le permettez. Mais très volontiers. Très volontiers. Merci, Dr Marignan. Au plaisir. Merci. Au revoir à tous. Des fois, on mange du filet mignon, mais des fois, on mange de la bavette qui n'a pas été marinée. Hein. Ça, c'est plus de la bavette qui n'a pas été marinée. Hein. C'est ouf, l'œil. L'œil, c'est gros. C'est un gros chapitre. C'est extrêmement complexe. Quand on sait que la vision
centrale est fait pour voir l'objet, mais que c'est la vision périphérique, pas la vision périphérique, le mouvement. On sait que si on pèse sur l'œil, sur le côté ici, qu'on met une tension sur le droit externe de l'œil, que les objets vont se mettre à bouger dans l'espace. On simplifie ça comme ça, mais on s'aperçoit que c'est pas si simple que ça. C'est pas si simple. C'est tout à fait. C'est un gros morceau. Donc, nous, on s'en va à la pause et puis on vous revient après ceci. Bon, après toutes ces informations, Catherine, qu'est-ce que tu as à ajouter? Ajouter? Non, mais c'est ça. En effet, on voit que c'est hyper complexe. Hyper fréquent aussi. C'est ça le problème. C'est ça le problème en réalité. Avec les sports extrêmes, de plus en plus, il y a tellement de chocs à la tête qu'on voit. Moi, c'est épouvantable comment les jeunes arrivent qui sont complètement tout tordus parce que là, il n'est plus du tout devant leur bite, si on peut dire. Exact. Et les lunettes, il y a de plus en plus de gens qui ont des lunettes aussi. Ça va. Il y a de plus en plus de lunettes à rabais, 2 pour le prix d'un, faites dans une acheter en ligne. Donc, acheter en ligne, les lunettes achetées en ligne et à prendre son PID, c'est l'espace interpupillaire. Oui. Alors, si on va loin, on dit qu'une lunette comme ça, donc personne pense bien faire, évidemment, a un gros rabais, elle est jolie, et ça cause, ça peut amener à un trouble comme ça, de l'équilibre, de la posture, entraîner des douleurs, la dépression, on n'en parlera pas. Non. Les lunettes sur Internet, je veux dire, c'est déjà compliqué pour un opticien de prendre notre PD. Bien compliqué, ils ont des machines sophistiquées pour ça. Mais déjà prendre le PD qu'on appelle avec une carte de crédit, là, comme ils montrent sur des sites, c'est catastrophique. On voit des gens qui nous arrivent avec des lunettes complètement inadéquates pour eux puis qui nous entraînent des problèmes spécifiques. Je ne sais pas si tu en as vu, toi, Gabriel. Oui, puis il faut dire aussi que j'ai vu souvent des lunettes, je vais le dire comme ça, là, mais des lunettes mal faites. Soit que le centre n'est pas centré ou quoi que ce soit. Puis ça, d'ailleurs, si pour les gens qui nous écoutent veulent un petit truc, il y a des places où est-ce que tu peux faire tester tes lunettes. Fait que c'est pas nécessairement de changer de lunettes. Des fois, tu peux juste les faire tester, juste voir si le centre optique est bien placé, juste s'ils sont bien faits. Mais j'ai vu aussi le contraire. J'ai vu des lunettes bien faites pour une face croche. Si ta face est croche, tu as des lunettes droites, t'es croche. C'est sûr. Il faut que la lunette soit bien ajustée. Il faut que la monture soit bien ajustée selon la morphologie du visage de la personne. Si je prends l'exemple le plus flagrant que j'avais, mais si on prend quelqu'un qui a eu une fracture du crâne ou quoi que ce soit, puis que tu vas te faire des lunettes 2-3 semaines après, ben ça se peut peut-être que dans un an, tes lunettes ne soient plus adaptées. Parce qu'elles sont adaptées pour toi à ce moment-là. C'est comme une chaussure, c'est comme quoi que ce soit. Il faut que ça nous suive, il faut que ça évolue aussi avec nous. Fait que des fois, ça peut être ça, mais définitivement que j'en ai vu des gens avec des problèmes oculomoteurs, des problèmes au niveau des yeux, en gym, même pas juste au niveau des douleurs. Là. Moi, je me rappelle d'un gars que j'avais, quelqu'un qui faisait du powerlifting, gros squat, tout d'un coup, pogne un plateau. Mais un gros plateau, puis on comprend pas trop pourquoi. Puis tu sais, c'était pas le gars faisait pas de la compétition ou quoi que ce soit, mais il s'en vient quand même avec des bonnes charges. Puis il fait les tests, regarde un peu c'est quoi, puis comprend pas trop. Puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui m'a apporté ce sujet-là, puis j'ai utilisé ça avec lui, puis j'ai utilisé l'oculométricité dans le fond. Fait que fais ton squat, par exemple, en regardant en haut à droite, en haut à gauche, en bas à gauche, puis fais les 4 cadrans comme ça pour voir. Puis je vais te dire n'importe quoi parce que je m'en rappelle pas, ça fait trop longtemps, là, mais mettons que c'est quand il regardait en haut à gauche, son squat allait tellement bien, il était droit, il avait quasiment 20-25 livres de plus, puis juste avec ça. Mais là, effectivement, tu ne peux pas utiliser ça comme technique parce qu'il faut que tu te regardes, il faut être sûr que ton squat soit bien fait, donc il faut être supervisé. Mais je pense que l'entraîneur doit, quand il voit quelqu'un qui s'entraîne avec des lunettes, premièrement, il faudrait qu'il vérifie son squat avec et sans lunettes. Oui, déjà faire la comparaison. Et puis voir s'il y a pas il voit qu'un déséquilibre disparaît quand il enlève ses lunettes, puis un déséquilibre qui apparaît quand il les met. À ce moment-là, ça peut lui donner une bonne indication que le verre n'est pas approprié et l'envoyer voir son opticien pour refaire une vérification du verre, à savoir si le centre optique est bien à sa place. Et si on a des verres progressifs, on sait que les foyers avec des prismes d'équilibrage ou d'allègement engendrent toujours un problème au niveau de l'œil. Et ça, c'est pas très connu par les opticiens. Et on ne peut pas reprocher ça à personne, mais on s'aperçoit, nous, que de plus en plus, ces prismes-là entraînent des problèmes sur le système postural. Absolument, ben oui.
Puis on disait justement de ne pas se forcer à essayer de s'habituer à un verre progressif, quoi que ce soit. Ça, est-ce que tu as quelque chose à rajouter là-dessus? Tu sais, des gens qui s'entêtent, j'ai mal à la tête, mais là, mes foyers progressifs, là, tu sais, dans un mois, je vais être correct. Comme Michel disait dans l'épisode précédent, on ne doit jamais être obligé de s'habituer, que ce soit à un soulier ou à une lunette. Si ça ne fait pas, ça ne fait pas. Là. Si on n'est pas bien, moi j'en ai qui arrivent, ils viennent de changer les lunettes, puis ils sont en instabilité complète. Là, ils se sentent comme en état d'ébriété constamment. Là. Tu te dis, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc, il y a les verres bifocales à ce moment-là qui peuvent aider. Et puis, les gens trouvent ça terrible de porter ça parce que ça paraît dans le verre. Mais sincèrement, c'est un réel problème qu'on rencontre. Parce que l'idéal, si j'ai bien compris, ce serait vraiment d'avoir 2 paires de lunettes, en fait. Parce que je crois que... La bifocale, ça va quand même bien. Bifocale, ça va bien aussi? Ça va bien, parce que 2 paires de lunettes, c'est un peu... c'est déjà d'en avoir une. Ouais, non, je veux dire, pour les gens qui n'aiment pas les lunettes, les bifocales. Là. Si t'aimes pas les bifocales, si t'aimes pas le look que ça donne, quoi que ce soit, t'es mieux d'avoir 2 paires de lunettes. Mais fut une époque où les gens avaient des lunettes dans le cou. Moi, j'ai vécu ça plus jeune. Je voyais les gens avec les... Enlève un, mais l'autre. Ma grand-mère avec ses lunettes, avec ses petites chaînes, là. Puis elle tenait ça, mais effectivement, je pense que c'est un peu complexe. Je pense qu'on a le bifocal, on a le verre de contact qui peut vraiment nous aider. Maintenant, il y a des chirurgies avec des lentilles intraoculaires qui sont quand même pas mal. Ce qu'il faut éviter, moi, ce que j'ai vu de pire, c'est les gens qui sont opérés en monocularité. Oui. Donc, ça veut dire qu'on a un œil qui voit de loin et un œil qui voit de proche. Bon, c'est extrêmement pratique pour la personne qui est dans son quotidien. Mais sur le système postural, c'est toujours une catastrophe. J'avais un skieur de fond qui est venu me voir et puis il était tout le temps en lésion de partout. Puis c'était vraiment un athlète de haut niveau, mais il était tout le temps en train de faire des blessures une par-dessus l'autre. Et puis quand je lui ai posé la question, il m'a dit « Oui, j'ai un œil qui pour voir de proche, puis un œil pour voir de loin. » Et puis, à ce moment-là, ce qu'il a fait, il est allé voir son opticien, puis il s'est fait prescrire des verres de contact pour corriger cette opération-là. Et puis, à partir de ce moment-là, il a été fini les blessures. Il ne se blessait plus, ça allait super bien. Il trouvait ça moins pratique parce qu'il fallait qu'il recommence à porter des verres de vision de proche, mais les lésions ont arrêté à l'entraînement. Exact. Mais heureusement, tu sais, la grande majorité, toi Gabriel, tu le vois plus en gym, mais la grande majorité des gens, moi au jogging, ne portent pas leurs lunettes quand ils font de l'activité physique. C'est généralement plus les verres de contact. Donc, heureusement pour ça, ça ne change pas par contre la problématique de la commotion cérébrale sur l'équilibre. Ça, c'est quelque chose qui te suit, oui. Exact. La commotion cérébrale avec les ballons au soccer, au foot, comme disent nos amis français. C'est terrible, ces coups répétés-là sur la tête du ballon à chaque fois. À un moment donné, j'ai une jeune qui était venue me voir, et puis d'ailleurs, elle avait rencontré aussi le docteur Marignan, cette jeune fille-là. Et puis, elle avait des maux de tête sans cesse. Elle ne pouvait plus étudier, elle ne pouvait plus aller à l'école, mais elle avait 16 ans. Donc, il fallait qu'elle fasse les examens à la maison, et puis il fallait qu'elle les fasse par petits bouts. Et c'était très complexe, et... C'était presque irrécupérable pour cette jeune fille-là. Et c'est triste parce que elle était vraiment bonne au foot. Mais je me demande quand est-ce que ça va être éliminé du foot, ça, ces espèces de coups de ballon à la tête-là. Je pense que ce ne sera jamais, malheureusement. Tu n'es jamais à l'abri d'un accident ou quoi que ce soit. Non. Puis quand on dit que c'est irrécupérable, il faut faire attention, c'est que cette problématique-là va être irrécupérable. Si la personne a des maux de tête ou quoi que ce soit, c'est possible de faire diminuer les douleurs de maux de tête. Par contre, de là, les faire quitter une fois pour toutes, là, c'est peut-être autre chose. Mais je veux dire, pour ces gens-là, c'est pas la fin. Il y a encore quelque chose à faire. Il y a toujours moyen d'arranger un petit peu. De toute façon, le corps finit toujours par trouver des stratégies de survie, puis il finit par réussir à sortir de ça. Mais c'est complexe et les moments que ces gens-là vivent sont très durs psychologiquement. Hein. C'est sans aucun doute. On voit des gens complètement détruits après ça parce que quand tu as 17 ans puis que tu ne peux plus rien faire, tu ne peux pas faire tes examens, tu ne peux plus rien faire, c'est extrêmement difficile. Donc, c'est ça. L'œil est primordial dans notre système postural. Il faut en tenir compte. Il faut prendre le temps de bien le regarder. Oui, puis juste dans le quotidien aussi, tu sais, Dr. Marignan disait souvent, si je reviens à l'œil, ces gens-là ont l'impression de ne pas être dans leurs bottines. Là. Ils se sentent à côté. Oui. Donc, ça va pas bien à l'entraînement. Il y a la fatigue. Puis,
en permanence, tu te sens pas dans ta tête, tu te sens pas dans ton corps. Un autre signe qu'on a aussi, je crois, tu me corrigeras, mais quelque chose qui est très fréquent, qu'on ne relie pas nécessairement à ça, mais c'est les gens qui vont tout le temps s'accrocher dans un cadre de porte. Je m'accroche l'épaule, le coude, je viens pour prendre mon verre, je l'accroche, je suis tout le temps en train de renverser mes affaires, je suis tellement gaffeux. Les gens qui disent qu'ils sont maladroits. Exactement, maladroits, ouais, c'est ça. C'est typique des troubles oculomoteurs. C'est les yeux, justement, comme on a parlé tantôt, versus l'information qu'on a, puis la position de l'oculométricité. C'est parce que les gens, ils arrivent devant la porte et eux, ils la voient à un endroit bien précis, mais elle n'est pas là en fait. C'est que la porte est 1 pouce ou 2 à côté, ou 3 ou 4 centimètres à côté. Et puis, ils frappent le cadre de porte. Ils se demandent pourquoi. Le coin de table, c'est exactement la même chose. Et puis, c'est tout simplement, et c'est drôle, ces gens-là, quand ils font corriger l'œil, quand ils vont voir des orthoptistes, ça aide énormément. Après ça, ils disent, je ne ferai plus les cadres de porte, je ne fais plus les coins de table. C'est extraordinaire. Donc, le problème qu'on a au Québec, c'est qu'on n'a pas d'orthoptistes. C'est très français, les orthoptistes. C'est qui prend ce rôle-là ici? C'est les optométristes, mais le problème, c'est que c'est pas très rentable. Donc, ça demande beaucoup de temps, c'est beaucoup de travail. Et puis, pourquoi pas mettre une lunette avec un prisme plutôt que de faire corriger l'œil. C'est que c'est pas leur but, eux autres, directement. Fait qu'ils n'utilisent pas ces techniques-là. Malheureusement, et puis il faudrait que... Mais souvent, on a des cliniques d'ophtalmo qui font venir des orthoptistes de la France pour venir travailler avec eux. Il faut savoir que c'est un bac universitaire là-bas. C'est ça, c'est pas du pipeau. Là, non, c'est pas du pipeau. Mais on n'en a pas beaucoup au Québec. Donc, on va corriger avec des prismes, on va corriger avec plein de trucs. Et puis, malheureusement, ça serait agréable si on avait des optométristes qui prenaient ça en main. Du moins, si ce n'est pas l'optométriste, pourquoi pas former des opticiens à pouvoir faire ces tâches-là, aider leurs patients à corriger des petits troubles oculomoteurs. C'est pas très compliqué, mais ça prend la personne pour le faire. Et on est buté à cette espèce de limite-là ici au Québec, qui est triste. Puis en France, vous êtes chanceux d'en avoir. Donc, je salue mes amis orthoptistes de la France. Donc, en mot de la fin, Catherine? Merci, c'est hyper intéressant, vraiment. Hyper complexe, mais c'est des beaux défis. On aime les défis. Puis... on est fort ces défis. On est fort ces défis. Mais c'est quand on réussit, parce qu'on réussit à faire des corrections posturales qui font du sens, c'est le cadeau, c'est réellement la paye, c'est réellement le résultat sur la personne, le témoignage, le feedback, on en a tous eu, de se faire dire « Ah, wow, il n'y a personne qui m'a amené ce gain-là dans le passé. » C'est ça, puis sur le performance au gym, puis à l'entraînement tout court, dans tout entraînement, ils s'aperçoivent, même les skieurs de fond, aperçoivent qu'ils ont plus d'équilibre et tout ça, c'est beaucoup plus facile pour eux. Et toi, Gab? Je dirais que cette conversation-là m'a beaucoup ouvert les yeux. Non, mais franchement, c'est ça. C'est tellement un beau sujet. C'est tellement un sujet qui est vague, qui est vaste. C'est tellement un sujet qui est vaste, c'est grand. Il est vague et vaste en même temps. Avec le nerf vague. Exactement, c'est ça. Quel lien, mesdames et messieurs. Mais il faut pas l'oublier, c'est des choses que souvent on dit « Ah ouais, mais c'est pas dans mes aptitudes, je suis thérapeute, je suis entraîneur, pourquoi je commencerais à regarder ça? » Mais c'est juste voir, y a-t-il une différence finalement? On ne demande pas de corriger, on ne demande pas, c'est juste voir, est-ce qu'avant et après, avec ou sans lunettes, est-ce qu'il y a une différence? Oui ou non? Si oui, là, on réfère. Sinon, parfait, on entraîne. On n'est pas obligé d'être tous spécialistes et tout réglé. Là. Tout à fait. Puis je parlerais, moi, des souliers. Tu sais, l'entraîneur qui voit que son client porte toujours les mêmes espadrilles de sport, puis qui fait des squats, puis qui est tout tordu. Premièrement, moi, je lui ferai enlever ses espadrilles, puis je lui ferai faire un squat nu-pied. Pour voir s'il n'y a pas une correction qui s'est établie. Puis là, il peut dire, c'est parce que tes souliers ne sont pas top. On pourrait peut-être changer ou voir pour d'autres choses. Juste des petites choses comme ça. C'est ça qu'il faut ouvrir les entraîneurs aux petits détails qui vont faire des grandes différences dans la vie de le client au gym. Oui. Pour mes amis français, le gym au Québec, ça veut dire salle de sport. Précisons. OK. Toi, Charles, un petit mot de la fin? Moi, j'ai trouvé ces 3 épisodes-là très, très enrichissantes. On connaît quand même le sujet, mais
on ne le connaît jamais assez, premièrement. Donc, il faut continuer à creuser là-dedans, continuer à être alerte. Et puis, j'ai adoré ces 3 émissions-là. Je sais que pour les auditeurs, ça peut être un peu dur comme sujet. D'ailleurs, le prochain sujet qu'on va aborder, ça va être l'entraînement pré- et postpartum. Donc, vous voyez qu'on s'en va dans une toute autre chose avec des spécialistes kinésiologues qui font partie de ce monde-là et qui entraînent des gens à longueur de journée, des femmes enceintes à longueur de journée. Donc, on va avoir des gens vraiment intéressants avec nous. Ratez pas cet épisode-là. Écoutez, si vous avez aimé notre épisode, vous nous faites un beau pouce, vous vous abonnez, vous nous faites un beau commentaire, s'il vous plaît, qu'il soit positif ou négatif, pourvu qu'il soit constructif. Et on se revoit la semaine prochaine. Bon.